سيدتي وسادتي، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الحوار المفتوح الذي يجمع مجموعة من الأشقاء الأفارقة، هم أساسا من الطلبة والشباب الإفريقي بالسيد محمد عياش العجلودي. هو لقاء إفريقي، لقاء إفريقي عربي، إفريقي تونسي، لقاء المحبة والتآخي، لقاء من شأنه أن يزيد في تدعيم أواصر التقارب والأخوة بين تونس وهذه البلدان الشقيقة العزيزة علينا. سنحاول طرح أسئلة هؤلاء الشباب الأفارقة على السيد محمد عياش العجلودي، والتي ستتمحور بلا شك حول محاور ومشاغل لا تهمهم هم فقط، بل كذلك كل الشعوب الإفريقية، وتتعلق بهذه التحديات التي نعيش. نواصل هذا الحوار، وقبله نرحب مرة أخرى بالسيد محمد عياش العجلودي. مرحبا بك سي محمد عياشي. برشا أسئلة باش تطرحوهم من الأخوة الفارقة عليكم، إن شاء الله تكون عندكم الأريحية الكافية للإجابة عليها إن شاء الله. وكذلك نرحب بالسيد طاهر راشحي رئيس الجامعة إياو، الذي هم الطلبة معناتها جاءوا منها في أغلبهم، وكما أشرت هم يمثلون أكثر من 12 جنسية. نبدأ في تناول أسئلة الطلاب. أهلا وسهلا أستاذ. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et moi, je réponds au nom de Diallo Mamadou Alpha, de nationalité guinéenne. Je suis un étudiant à l'IAE 3e en finance. Et avant de poser ma question, d'abord, je tiens à une doléance à propos de remercier notre président de l'IAE, qui fournit pas mal d'efforts à l'égard de ses étudiants et étudiantes, d'ailleurs qu'il considère comme étant ses fils et filles ici en Tunisie. Alors, moi, ma question, elle est basée dans le cadre de l'énergie. Je suis quelqu'un qui est passionné, non seulement je fais l'économie, mais je suis quelqu'un qui est passionné par l'énergie. Avant d'entamer ma question, j'aimerais citer cette citation qui dit « La culture est l'essence de ce qui nous définit en tant qu'individu et en communauté. » Nous voyons tous ici en réunis dans cette salle, je dirais que c'est une communauté africaine en divergence de diverses cultures et de connaissances. Alors, connaissant votre brillant parcours, et j'aimerais poser cette question, à savoir pourquoi notre continent africain a toujours eu le mal de construire son propre centrale nucléaire ou bien de construire des barrages hydroélectriques, connaissant déjà ses potentiels de ressources humaines et de ressources naturelles. Connaissant que le continent africain, déjà, c'est un continent qui est riche, qui est le poumon économique du monde entier. Et j'aimerais savoir le pourquoi. Et si possible, avoir des propositions et des solutions. Parce que connaissant, vous êtes dans le domaine et que vous pouvez nous donner ici, parce que nous sommes des étudiants, non seulement nous sommes passionnés par l'entrepreneuriat et de divergence, autre chose. Mais je vous remercie. Donc effectivement, en termes d'énergie, l'Afrique, elle vit une catastrophe. Il y a 1,2 milliard d'Africains. Il y a 600 millions qui n'ont pas d'énergie à l'instant où nous parlons. Alors que l'Afrique, elle est claire aujourd'hui, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, c'est grâce au uranium africain qu'il y a d'énergie. En France, il y a 56 centrales nucléaires. Elles consomment 9000 tonnes par an, donc ils viennent du Niger. En Allemagne, autant. On se pose la question, effectivement, pourquoi l'époque Areva, qui était le premier consommateur de ce uranium nigérian, pourquoi on n'a pas installé une unité en Afrique? Tout ça, c'est des choix, pour moi, politiques. Il n'y a pas de raison que Niamey, qui éclaire la France, alors que 80% de la population, et aujourd'hui, d'après la dernière discussion que j'ai avec le président, il y a plus de 20 000 villages qui n'ont pas d'électricité, alors qu'ils éclairent la France. Tout ça, c'est des choix politiques. C'est voulu pour effectivement que l'Afrique stagne, parce que comme je disais tout à l'heure, l'énergie c'est la base de la vie. Avec l'énergie on peut développer tout. Si on n'a pas d'énergie, on ne peut rien faire. Moi j'ai un ami actuellement en Afrique, il essaie de développer dans plusieurs villages la nouvelle technique et que ça marche.
c'est-à-dire 2 ou 3 panneaux avec une petite batterie de lithium, et la maison, elle est indépendante. Donc c'est un choix politique, c'est voulu pour que l'Afrique elle reste là où elle est, mais maintenant, Dieu merci, votre génération et la génération actuelle qui exerce, qui opère, je connais pas mal de chefs d'État aujourd'hui, ils demandent la part de l'Afrique. Je vois par exemple, si je prends les cobaltes du Congo, Kinshasa, le président il dit hors question que les cobaltes partent sans qu'on produise ici en Afrique. Le lithium, c'est pareil, le monde a changé. Dans ce nouveau monde que nous comptons sur vous, d'accord? Que cette Afrique, elle doit récupérer sa position dans ce monde, et surtout dans l'énergie. Je vais vous montrer tout à l'heure un programme fait par l'Europe et les États-Unis, ils appellent ça Diesel Power. Je vais vous le montrer. Et quand ils ont mis Diesel Power, éclairer l'Europe avec le soleil, ils ont trouvé qu'il faut s'adresser à l'Afrique. Donc même maintenant, c'est l'Afrique qui va éclairer l'Europe. Il y a des câbles qui sont déjà arrivés à partir de 2025 et maintenant, il n'y a aucune usine actuellement qui fabrique des voitures à compression. Fini. Tout le monde électrique, au hydrogène, le 2, combiné. Donc l'avenir est à l'Afrique. Le soleil, le cobalt et le lithium. Tout ce qu'on peut demander maintenant, il ne faut pas que les chefs d'État actuellement bradent leur richesse pour rien. Il ne faut pas qu'ils la bradent. Parce qu'il n'y aura plus aucun véhicule, aucun moteur qui va tourner sur cette planète sans avoir besoin de l'Afrique. Cobalt, le lithium, soleil. Donc voilà, c'est à vous à passer le message. Moi, personnellement, je lutte dans ce sens-là. Dieu merci que tous les chefs d'État, maintenant, ils l'ont bien compris. Donc, le monde, il doit composer avec l'Afrique. Et l'Afrique, elle est, à plus de la moitié, elle est dans le noir. Il n'y a pas d'énergie. Et en plus, l'Afrique, elle va être au secours de la planète en termes d'énergie solaire et d'hydrogène. Parce que quand on parle de l'hydrogène, c'est facile de dire l'hydrogène. Mais l'hydrogène, il faut de l'eau. Il faut 12 litres d'eau pour 1 litre d'hydrogène. Et avec 1 litre d'hydrogène, on peut aller jusqu'à 100 km. Valeur de ce coût-là, il ne dépassera pas $1,5. Comme je prends les fleuves du Niger, je prends les fleuves du Congo, tous ces fleuves qui se jettent à la mer, tout ça, c'est de l'hydrogène à récupérer. Donc l'avenir est pour l'Afrique et pour des jeunes comme vous, pour avoir l'ambition et être chef d'entreprise, mais toujours dans ce domaine. Ne vous éloignez pas trop. Ne vous éloignez pas trop de cette matière première. Attachez-vous à ce pays et à cette matière première. Il n'y a pas de Chine sans matière première. Il n'y a pas d'Europe sans matière première. Moi, je lui dis à un chef d'État, on sait, à M. Macron, je lui dis, vous êtes assis sur une chaise au pied d'argile. Et tout le monde s'est demandé, c'est quoi les pieds d'argile? Les pieds d'argile, l'uranium qui vient du Niger. Ce n'est plus les 56 centrales, comment ils vont tourner. Les pieds d'argile, c'est le cacao. D'accord? Et je peux citer d'autres. Le pied d'argile, l'or qui vient du Mali. D'accord? Et encore un autre sujet qui est tabou, qui tout le monde, quand il aborde ce sujet, le paye par leur vie, parce qu'il y a pas mal de chefs d'État aussi courageux africains, qui sont les pauvres pillés par leur courage quand ils parlent de francs CFA. Qu'est-ce qu'on fait de la CFA? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et là, c'est la Damoclès qui vous tombe sur la tête. Donc l'Afrique, c'est comme un bon coureur de 100 mètres, mais on l'accroche. On ne le laisse pas partir. Donc c'est l'opportunité maintenant qu'ils partent, parce que le monde a changé. Et moi, je ne joue pas la carte Chine, Amérique, machin, tout ça, pour moi, c'est pas ça. Il faut que l'Afrique compte sur ses propres enfants. Il ne faut pas attendre que le Chinois il va t'en sortir s'il vient parce qu'il veut prendre ta richesse. Il ne faut pas s'attendre à qui que ce soit. Il faut être généreux, il faut s'occuper des siens, et après on peut penser aux autres. Voilà. D'après tout ce que vous avez dit, je me rends compte que vous avez pas mal de connaissances sur mon pays, le Niger.
Je me rends compte aussi que nous tous ici présents, nous connaissons non seulement les problèmes de l'Afrique, mais nous connaissons aussi les solutions qu'il faut mettre en place pour redorer et redonner à l'Afrique son image. Monsieur, avec le parcours que vous avez, avec le background que vous avez et les contacts que vous avez, je voudrais savoir, est-ce qu'en dehors de la Tunisie, vous avez eu à poser des actes concrets dans d'autres États africains? Et aussi, est-ce que vous avez le soutien qu'il faut, c'est-à-dire des gens de votre trempe qui portent haut ce flambeau, cette lutte-là pour redorer l'image de l'Afrique? Vous êtes du Niger? Oui, monsieur. D'accord, de Niamey. De Niamey, monsieur. Donc, votre président, M. Mohamed Bazoum, Oui. c'est un grand monsieur qui lutte, et c'est un ami, pour développer. Et les preuves en est actuellement, il faut que je rentre, il est en train de faire une route, presque une autoroute, qui part du sud de la Tunisie jusqu'à Lagos. Donc c'est presque plus de 5000 km qui sont en cours, des travaux actuellement. Et il est en train aussi de signer des marchés solaires d'importance. Il veut aussi former des ressortissants. Il m'a demandé à moi-même si je peux l'aider, qui peuvent être... Bon, à l'époque, il parle de la Tunisie, mais aussi, il veut faire sur place. Donc, je l'encourage, moi, personnellement. C'est pas parce que c'est un ami, mais il lutte pour, franchement, amener le Niger là où elle doit être. Donc, je dirais, l'avenir, par des hommes comme ça, qu'on peut construire l'Afrique. Par des hommes comme lui, on peut construire l'Afrique. Comment vous faites pour se protéger contre l'inflation, contre la hausse des prix? La hausse des prix. Alors, je vous explique c'est quoi la hausse des prix. On va expliquer un petit peu la hausse des prix. Dans le monde aujourd'hui, quand on parle de la hausse des prix, tout le monde dit ah, c'est la guerre. Parce que ce qui se passe entre l'Ukraine et les Russes, c'est faux et archi faux. Ça n'a rien à voir. La hausse des prix, c'est parti après Corona, immédiatement. Parce que les transporteurs, ils ont voulu rattraper les 2 ans perdus. Un conteneur qui est parti de Chine pour arriver au quart de la Méditerranée, il était à $500. Aujourd'hui, il est à $8000. Vous voyez? Donc un conteneur qui va venir de Chine pour aller sur l'Afrique, aujourd'hui, il était entre $1200 à $1400. Aujourd'hui, il tourne entre $11 000 et $12 000. Voilà le problème. Et comme le monde presque, il consomme chinois, donc tout est remonté. Et ça va encore remonter parce qu'il va y avoir le taxe sur ces bateaux pollueurs. Et les transporteurs, ils vont percuter ça sur la marchandise. Voilà l'inflation d'où il est parti. Ce n'est pas le manque des produits. Par contre, le manque des produits voulus, c'est-à-dire le semences. Vous voyez le semences? Quand je parle melon, pastèque, oignon, tomate, hybride, c'est tous des femelles. De Monsanto, elle a acheté tout. Ça veut dire qu'il n'y a plus de traditionnels. Vous êtes obligés. Donc, demain, s'ils veulent créer de la famine dans tel pays, ils peuvent le faire. Et c'est peu, et vous ne livrez pas le semences. Et c'est fini. Terminé. Donc, nous sommes dans un monde hybride. Et quand on monte toujours, il faut chercher, il faut chercher, il ne faut pas arrêter là. Il ne faut pas écouter. Il faut chercher, regarder, lire et toucher soi-même. De Monsanto, le parti à qui aujourd'hui? Qui est le propriétaire de Monsanto? Qui l'a acheté de Monsanto? C'est à la base des Américains, après des Allemands. Et maintenant, c'est Bill Gates qui est propriétaire. Donc, c'est quoi l'objectif de Bill Gates? C'est je vais rentrer, moi, dans le vaccin qui est sorti, là, le corona et tout ce qui suit. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur de 5 milliards d'Africains qui vont s'ajouter d'ici 2030. Ils disent attention, nous sommes 7 milliards sur cette terre. C'est trop. On n'a pas à manger. Donc, on va réduire la moitié s'il faut. Attention, il y a une classe de gens qui pensent autrement. Regardez, la France, elle s'est plainte de la migration. Eh bien, la France, 400 à 500 000 immigrants par an, elle ne peut pas tenir le coup. Elle est obligée de prendre entre 400 et 500 000 chaque année des immigrés qui deviennent résidents pour qu'ils puissent payer la sécurité sociale, le social, la retraite et tout ce qui suit. J'ai eu à parcourir un peu la chaîne télévisée au niveau de YouTube et je me suis rendu compte en fait que presque toutes les émissions télé sont uniquement en arabe. Je me suis dit en fait, nous souvent en tant qu'étudiants, on aimerait se renseigner sur l'actualité de la Tunisie, mais la plupart des actualités sont en arabe, ce qui fait qu'on a souvent du mal en fait à comprendre ce qui est dit.
Donc, j'aimerais savoir, parce que bon, plusieurs chaînes télé, c'est vrai qu'il y a plusieurs chaînes télé qui font des reportages par rapport à la Tunisie et tout, mais c'est toujours bien, en tant qu'étranger résident en Tunisie, de pouvoir connaître en fait le point de vue des Tunisiens eux-mêmes par rapport à la situation ou aux diverses situations qui prévaut dans le pays. Donc, j'aimerais savoir en fait, est-ce qu'il y a des stratégies en fait qui ont été mises en place pour permettre en fait à nous en tant qu'étudiants étrangers de pouvoir comprendre en fait les actualités tunisiennes en langue française pour pouvoir nous permettre de pouvoir mieux cerner tout ce qui se passe en fait dans le pays. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais nous sommes la seule chaîne Voilà. arabe qui a des informations en langue française au Bar News. Au Bar News, On suit de l'histoire, près on passe- l'actualité. On a tout, ça change presque toutes les heures. Il y a tout ce qui est sur l'actualité, il est affiché sur la Bar News à la Chidanoubia. C'est la seule chaîne parmi les chaînes tunisiennes. Hein. Absolument. Donc, le soir, on passe des films en français, mais moi, personnellement, c'est une bonne chose de faire une mission en français, effectivement, qui s'adresse à l'Afrique. J'en parle de ça. Et si vous sentez que vous pouvez animer une mission, Oui, c'est bien. donc, Ouais. absolument, Communiquer bien. absolument. Donc, on vous donne un créneau où vous faites votre mission et la diffuse sur satellite. On doit faire un casting avec tous ces Non, mais étudiants. voilà, on vous fait comme ça, Casting, vous ouais. occupez de tous les étudiants qui viennent d'Afrique et leur point de vue, et leur souffrance, et leur bonheur, et tout ce qui suit. Je suppose en fait que vous êtes responsable ou directeur de plusieurs start-up. Donc, j'aimerais savoir en fait comment est-ce que vous aidez les jeunes étrangers ou tunisiens en fait à s'immerger en fait dans votre monde. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous arrive en fait de pouvoir prendre des jeunes un peu partout dans divers secteurs d'activité et de pouvoir en fait les coacher dans vos start-up, dans vos diverses start-up en fait, pour les permettre en griffe de pouvoir prendre la relève ou de pouvoir acquérir de nouvelles connaissances en vue de pouvoir eux-mêmes peut-être développer leur pays quand ils seront chez eux ou juste pour... C'est une bonne question. Vous n'êtes pas étrangère ici. Il n'y a pas d'étrangers. Ça veut dire que moi, je suis étranger dans le reste du monde, non? Là où je vais, je suis chez moi. Donc vous êtes chez vous. D'accord? Personnellement, j'encourage les jeunes et je fais que ça. Vous savez, même la chaîne, ce sont des gens qui ont commencé, aujourd'hui sont devenus des vrais professionnels dans mes entreprises. Donc, on est là pour vous encourager, hein. On est là pour vous aider. Vous avez nos coordonnées, on a tout ce qu'il faut pour les startups, on a pour le financement. Bon, il ne faut pas oublier aussi que je suis membre des private sector au sein de l'Union africaine. Donc, je suis le responsable de tout le Secteur privé. secteur privé au sein de l'Union africaine. J'aimerais qu'on s'intéresse un peu à la Tunisie. Quels sont les avantages d'investir dans la transition énergétique en Tunisie et quels sont les avantages incitatifs et les difficultés que vous rencontrez en tant qu'investisseur? Et en plus, j'aimerais savoir comment nous, qui sommes de formation managériale, comptable ou financière, on peut intégrer le secteur énergétique en Tunisie et Bonne précisément de l'énergie renouvelable. Merci. Parfait. Donc la Tunisie, premièrement, elle fait partie de l'Afrique. On a parlé de l'Afrique, la Tunisie, c'est l'Afrique. Bon, la Tunisie aujourd'hui, il y a un problème. Elle produit que 4000 mégawatts. Alors que les besoins sont beaucoup plus. Et on se fait prêter par des voisins, alors qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse aller, comme je disais l'autre jour, des 1000 mégawatts sans problème pour sa propre consommation. Mais si elle veut exporter, elle peut aller jusqu'à 50 000 mégawatts. Et je vais vous montrer après comment on peut aller jusqu'à 50 000 mégawatts en Tunisie. Le potentiel en Tunisie est énorme, énorme, en termes d'énergie solaire. Énorme. Comme je vous expliquais tout à l'heure, le soleil, c'est quoi le soleil? Le soleil, c'est de l'énergie. Premièrement, la température du soleil en soi à l'intérieur, c'est 10 millions de degrés, la température intérieure. Le réacteur nucléaire, 10 millions aussi. Hein? La vitesse de la lumière, on l'a dit tout à l'heure, 300 000 km/s.
Donc il met 8 minutes de soleil pour toucher le sol. Ça fait à peu près 144 millions de kilomètres. Donc quoi ça rime tout ça? On a besoin de tout ça pour calculer la rentabilité des panneaux solaires. Parce que je peux investir 10 000 $ et j'ai une bonne production d'énergie, comme je peux investir 100 000 $, je n'ai même pas ce que je peux obtenir à 10 000. Le watt, parce que dans un panneau, il y a des watts. Le watt, ça peut aller de 5 watts, 6 watts, 10 watts. Donc, si je prends ce même panneau, je le mets dans le désert, partie, si on parle de la Tunisie, Tataouine, Belli, cette partie-là, le même panneau, si je le mets dans le pays du Golfe, ici, il me donne 20% de production de plus. Là-bas, il me donne 20 moins. Pourquoi ici plus et là-bas moins? Parce que le taux d'humidité, ça ne freine pas, mais ça ralentit et ça fait une chaleur micro-ondes, ça ne vient pas directement sur le panneau. Et quand ça vient derrière sur le panneau, ça nous fait une économie à peu près dans l'investissement de 12%. De l'autre côté, on est obligé de mettre des robots qui doivent nettoyer constamment les panneaux, constamment. C'est un coût d'investissement plus. Alors avec tous ces avantages en Tunisie, d'énergie solaire, de l'éolienne, parce que maintenant on peut mettre des éoliennes jusqu'à 10 MW, donc ce pays peut voir son indépendance totale entre le soleil, l'air et les déchets, parce qu'on a à peu près entre 12 à 14 millions de tonnes de déchets. 1 million de tonnes d'ordures ménagères, ça donne 100 MW. Il y a 600 usines maintenant qui tournent dans le monde. L'Europe, elle tourne par l'énergie, une grande partie, pas tout, mais à peu près entre 15 à 17% de leur autonomie, elle vient des ordures ménagères. Le pays du Golfe, ils le font. En Tunisie, on traîne pour ça. D'accord? Donc, ça c'est aussi, une fois on a eu un ministre, ils lui ont posé la question, il a dit que le soleil tunisien, il n'est pas rentable d'investir. Bon, notre problème à nous ici en Tunisie, c'est question de, en Tunisie ou ailleurs d'ailleurs, hein, dans les pays qui n'ont pas compris le changement, c'est qu'ils négligent leurs matières premières. Ils le négligent. Ou ils ne le connaissent pas. La Tunisie, elle peut être aujourd'hui un des plus grands exportateurs d'énergie renouvelable. Pourquoi un des plus grands exportateurs? Parce que l'Italie est juste à côté. C'est quoi le soleil? C'est une matière, c'est de l'énergie. Donc vous faites la comptabilité, vous suivez, hein, devenez comptable, qui met ça au compte, tout ce qui suit. Nous, notre travail, c'est de maîtriser le soleil, l'énergie, et c'est quoi? C'est pas le soleil, je sors, tiens, ouais, il fait beau. Non, il n'y a pas seulement qui fait beau. Elle vous donne tout. Hein, on peut lancer, je vous montre un petit peu, parce qu'on a une équipe de chercheurs, scientifiques, américains, hindous, un peu de tout de ce monde. Et c'est notre travail, c'est notre quotidien, à maîtriser cette énergie qu'il est avec nous, Inch'Allah. Bon, je n'ai pas l'intention de dire, mais avec la planète, elle est encore minimum pour 5 milliards d'années. Parce que depuis le Big Bang, hein, Al-Radak, c'est passé à 14 milliards et demi d'années, le système solaire. Depuis 14 milliards et demi d'années, il reste 5 milliards. Voilà le soleil. C'est quoi le soleil? Voilà, donc je vous montre un petit peu, voilà, c'est ça le projet. Voilà le monde, il est où? Ça c'est le nouveau monde. Il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de gaz, ça ne s'intéresse plus hein, au pétrole et gaz, tout ce qui suit. Fini. Voilà. Ça s'appelle quoi? Diesel Power. Donc Diesel Power, il va éclairer toute l'Europe. Toute l'Europe. Il vient d'où? Il vient de l'Afrique. Par exemple, ce câble-là est arrivé là. Celui-là, il est allé sur le territoire tunisien. Les Allemands, ils ont fermé tous leurs centrales nucléaires parce qu'ils comptent là-dessus. Et la planète, et le monde. Il n'y a que les Africains qui ne se sont pas rendus compte qu'ils détiennent la perle, c'est l'Afrique. Vous voyez? Voilà, tout. Toute l'Europe, tout. Ça va jusqu'en Union soviétique et ça peut aller au-delà de là. Il peut aller même jusqu'en Chine. Pourquoi il peut aller jusqu'en Chine et pourquoi il peut couvrir le monde entier? Et le monde, il travaille là-dessus. Biden, quand il a invité les chefs d'État, et sans aucune prétention, j'ai l'opportunité d'être avec ces messieurs, la discussion pendant 3 jours, c'était là-dessus.
Et quand on dit c'est l'Afrique elle va, le monde y va, c'est dû à ça. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu, ça peut passer, des apports. Voilà. Ça, c'est l'équipe qui travaille avec moi dans la recherche. C'est quoi le soleil? C'est quoi le panneau solaire? Et comment, avant, votre facture de téléphone ou vos parents, peut-être que vous ne l'avez pas vécu, quand on appelle, on paye. Et ça coûte cher, le téléphone. Très, très cher. Et celui qui a un enfant à l'étranger, il va chez les voisins, s'il n'a pas de téléphone. Maintenant, avec tous les systèmes, vous pouvez discuter des uns et des uns gratuitement. Et bien, l'électricité, elle va devenir comme ça, gratuitement. Moi, en ma maison en Californie, je ne paye pas d'électricité. Et ma voiture, je la charge en 20 minutes. En 20 minutes, je charge 600 km. Je mets la prise comme le téléphone. Je démarre, je pars. C'est ça le monde, le nouveau monde. Donc tous ces pétroliers, tous ces bagarres de pétrole, toutes ces guerres de territoire de pétrole, ils sont finis. Et c'est pour ça, on veut vider l'Afrique, la vider, pour la récupérer, pour sa matière première et pour sa qualité de vie bio. Et les scientifiques, ils travaillent pour dire non, on ne se laissera pas faire. Parce que nous, on sait. Allez-y. Voilà, donc, vous allez tout doucement, que ces jeunes y regardent, et on va arriver. Voilà, ça c'est un petit peu l'explication. Voilà, ça c'est un champ solaire. 1000 mégawatts. Un des plus grands du monde. 1000 mégawatts, oui. Et Marie, c'est des panneaux solaires, tout ça. Et l'avantage qu'on a, parce qu'avant on produit de l'énergie solaire, mais on ne peut pas la stocker. Maintenant on la stocke. Et c'est grâce à quoi qu'on stocke l'énergie solaire? À l'hélithium et le cobalt. Sans le lithium et le cobalt, on ne peut pas la stocker. Ça veut dire que je produis la journée de soleil et la nuit, je n'ai pas d'énergie. Ben maintenant, non. Je peux produire 1000 mégawatts et stocker la moitié et même les 1000 mégawatts. Et grâce à quoi? À l'hélithium. Le lithium, c'est quoi comme matière? Il y a 4-5 ans de ça, 4 ans, même moins de ça. La tonne était à 3 000 $, maintenant il est à 92 000 $, le lithium. Est-ce qu'ils l'ont chez eux? Non. Il est où? En Afrique. Et en train de sortir, on te dit, ah ben non, il est en Colombie, non, il est en Chine. Non, c'est ce qu'ils disent, pour calmer les esprits et venir rentrer facilement. C'est pour ça que j'ai expliqué, moi, à mes amis et frères, des chefs d'État, qui me comprennent et qui m'écoutent. Mettez la clé, fermez la Syrie. Vous avez pris le pétrole, yallah, khalas, irtahna minnou. Vous avez pris le gaz, irtahna minnou. Et le monde, il va changer, attention. Hein. Le monde, il va changer. Et maintenant, l'avenir immédiat, c'est l'Afrique. Ça, c'est un champ, 1000 mégawatts. Ça veut dire 25% de la production de la Tunisie, voilà, il est là. Parce qu'elle produit 4000. Voilà. Vas-y. Ah. Après, on va vous donner ça, et puis un petit peu d'explication, et on va arriver. Voilà, on arrive là. Voilà, vous avez vu? Voilà. Voilà. Regardez l'Afrique, numéro 1 au monde, en termes de production d'énergie. Regardez l'Europe, elle est où? Elle est là. Elle est au fond là-bas, l'Europe. Elle n'a pas assez de capacité pour avoir son autonomie en énergie renouvelable. Donc elle est obligée de venir où? À l'Afrique. Pourquoi? Parce que la proximité. Parce qu'elle est proche. Bon, les États-Unis, ils ont tout ce qu'il faut. D'accord? Mais l'Asie, le pays du pétrole et tout ça, ils en manquent. C'est la l'humidité. Vous voyez un petit peu? Je vais vous donner ça, comme ça vous allez comprendre c'est quoi l'énergie. Il ne faut pas dire énergie solaire et on y va. Non. Non. C'est l'avenir de nos enfants, c'est votre avenir, c'est l'avenir du monde entier. Elle est là. Elle est là. Vous pouvez rentrer, regarder, chercher. Et c'est pour ça aujourd'hui. Les Chinois ils veulent être en Afrique, les Américains ils veulent être en Afrique, l'Européen veut être en Afrique. Tout le monde, ils veut être en Afrique. Tous. Moi, je voyage. Et je tourne un peu partout. Ils sont des amis. Je ne coupe pas avec eux. Il faut toujours les garder à côté pour comprendre ce qu'ils veulent faire. Couper, ça veut dire que tu es oublié. Il ne faut jamais couper. Il ne faut jamais couper, même avec ton pire ennemi. Comment tu peux savoir ce qu'il fait si tu coupes? Il ne faut pas couper. Mais il faut discuter égal à égal. Il ne faut pas être mendiant. Il faut marcher le ventre vide et la tête haute. Être mendiant et attendre l'éphémie,
Il n'y a pas un seul pays au monde qui a gagné, où il a fait une richesse, où il a sorti de la misère par les FMI. Ça n'existe pas. Ça n'existait pas. Parce que j'ai produit du papier, j'amène l'encre, je fais du papier, j'imprime du papier, et je vous donne $2, papier, c'est tout. Mais vous me donnez le cobalt, vous me donnez le lithium, vous me donnez de la richesse. Je prends votre richesse. Parce que j'ai inventé le système monétaire il y a à peu près 80 ans. Donc, du fait que je l'ai inventé, je lui ai donné une pièce d'identité, elle s'appelle SWIFT, parce qu'il n'y a pas un dollar qui se déplace sans sa numéro de pièce d'identité, le SWIFT code. Eh bien, maintenant, on a eu une occasion extraordinaire de s'échapper à ce système et de dire, ah ben non, maintenant, même matière à moi, elle vaut mieux qu'un papier. D'accord? Et voilà, c'est ça. Et voilà, c'est les types de panneaux qui peuvent, en Afrique, ça veut dire, demain, vous les installez chez vous quand vous achetez votre frigo. Votre frigo, vous le branchez, ça y est. Là, c'est mieux que votre frigo parce que il va vous donner l'énergie pour votre télé, radio, tout ce que vous suivez, et avec 1 ou 2 panneaux. Parce qu'on essaie de concentrer et d'amener la concentration sur 1 ou 2 panneaux. Ça ne sert à rien de... au début, 1000 mégawatts, il faut, par exemple, au-delà de 2000 hectares. Maintenant, on est tombé à 400 hectares, à 500 hectares, à 1000 hectares. Vous voyez un peu? Voilà, c'est pour ça, l'avenir de l'Afrique, ce n'est pas l'avenir, c'est l'immédiat. Je suis ici en Tunisie, ça fait bientôt 4 ans. Donc ma question est de savoir comment faire à ce que les étudiants qui viennent ici en Tunisie, qui quittent les pays subsahariens et d'autres pays d'Afrique, comment faire pour qu'ils puissent s'en sortir financièrement avec des jobs étudiants dans la légalité, parce que je sais qu'ici on travaille tous mais pas forcément des travaux déclarés. Comment aider les étudiants subsahariens entre guillemets de pouvoir travailler et pouvoir subvenir à leurs besoins avec aussi la montée des prix comme l'a dit mon collègue Faya Leno Augustin. Ça c'est ma première question, donc si vous pouvez y répondre pour que j'enchaîne. C'est une bonne question. Donc à mon avis, il faut qu'il y ait des États à l'université qui trouvent des accords, comme on fait en France, comme on fait aux États-Unis, comme on fait partout, avec des chefs d'entreprise, et moi je suis le premier, d'accord, de faire ce partenariat et de travailler avec des entreprises, et comme ça les fait une entrée, comme on fait comme dans le reste du monde. Si vous permettez, si Mohamed, Bien sûr, ça vous... Sur cette question, c'est parmi les revendications que nous avons proposées au ministère de tutelle, et parce que la réglementation, jusqu'à maintenant, ne permet pas à nos étudiants qui sont parmi les meilleurs. Les lauréats ne sont pas seulement des Tunisiens, c'est du Camerounais, du Congo, du Mali. En France, quand j'étais étudiant, j'ai terminé mes études à la Sorbonne. On m'a donné la possibilité de travailler pendant quelques années. Mon fils là, qui a fait son MBA, il a travaillé ici également. Ça, je m'adresse ici aux autorités s'ils m'écoutent. Je les remercie encore pour les efforts qu'ils sont en train de faire pour assurer les parents de nos étudiants. Mais s'il y a possibilité de les laisser faire un travail une fois qu'ils ont terminé leurs études, ou bien pendant leur scolarité de 20 heures. Pourquoi Absolument. La France est mieux que nous? Je vois les États-Unis, je vois la France, je vois beaucoup de pays, je vois les pays du Golfe. Ils sont faits comment? Par ces étudiants qui sont devenus de lauréats, qui sont restés. Qui vont apporter de la richesse. Énormément. Ils vont créer de la richesse. Moi, ma question, c'est comment faire pour que les grands pays africains s'ouvrent économiquement entre eux. Donc, essayer d'encourager plus les collaborations entre les pays africains que demander l'aide des pays de la Chine, de la Russie et de l'Occident. Voilà. Ben, c'est une bonne question. Moi, j'ai assisté la dernière fois à Addis Ababa. Donc, tous les chefs d'État, c'est la discussion. C'est la discussion entre ces grands frères, entre eux, de dire arrêtons maintenant de faire appel à la France ou à la Russie ou à la Chine. Je pense qu'ils sont en train d'aller dans ce sens-là. Il faut un peu de temps. Parce qu'il faut des hommes courageux, très courageux. Et je sais ce que j'ai dit. D'accord? Tous, ils veulent ça. Quand je dis tous les chefs d'État, ils veulent se libérer de ce fardeau. Ils ont les moyens. Hein? Bien sûr, ils ont les moyens. Ils ont largement les moyens. Ce n'est pas question des moyens, c'est question de leur vie physique.
Ma question est la suivante. Je ne sais pas si vous avez remarqué que non, en Afrique, la politique freine les jeunes entrepreneurs à investir. C'est vraiment un frein. La politique africaine est vraiment un frein pour les jeunes entrepreneurs africains. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que non, cette situation puisse changer? Comme vous savez, hein, et l'Afrique, comment elle marche par ethnie, par famille, par cousin. Donc, dès que le ministre il arrive, il amène les siens, le premier cercle, le deuxième cercle, le troisième cercle. Si vous ne faites pas partie de ce cercle, eh bien, effectivement, vous êtes de côté. D'accord? Malheureusement, ça va changer. Et je sais qu'il y a des États, je ne vais pas les citer, qui ont mis fin à ça. D'accord? Et qui donnent l'espoir à tout le monde. Et qui sont en train de se sortir. Pas beaucoup, il y en a 3, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et vous, qui vous êtes du Gabon, donc quand même, vous êtes d'un bon pays. Ouais, je vois, d'accord. On dort qui riche. Bon, moi, je connais tous ces présidents de ce Dieu Sanam, de Omar al-Rahmou et Ali, qui actuellement gère, d'accord. Et le petit junior, donc le petit junior, vous connaissez son grand-père, qui c'est? Oui. Bon, c'est Sassou, son grand-père, et son père, c'est Omar, parce qu'elle a épousé la fille de Sassou. Junior, il est très bien. Et j'espère que Junior, il prendra le pouvoir, et croyez-moi, et il a fait toute ses éducations aux États-Unis, il est ouvert, il veut faire du Gabon quelque chose d'extraordinaire. Et votre Premier ministre actuel, il est très bien. Fort. Moi, c'est Jemima Eouman. Je viens de la Côte d'Ivoire. Et mes impressions par rapport à la Tunisie, c'est un beau pays. C'est un beau pays. Il y a plusieurs personnes qui sont chaleureuses. La Tunisie est un pays vraiment qui est accueillant. Et en Tunisie, il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de ressources. Donc, je crois qu'une fois dans mon pays, je leur dirais que la Tunisie, c'est un pays avec lequel on peut vraiment coopérer. Salam alaikum. Moi, c'est Soumaïa Abdallah Mohamed. Je suis en 2e année à IAE Tunis en licence en gestion. Franchement, en rentrant chez moi au pays, ce que je vais apporter avec moi de la Tunisie, c'est non seulement des souvenirs, mais des belles rencontres aussi. Bonsoir, moi c'est Mapaka Francisca Josilia, élève à l'IAE en 3e année finance. Ce que je retiens ici en Tunisie, c'est que la Tunisie est un pays très accueillant. Depuis que je suis arrivée, on nous a toujours considérés comme étant de la famille pour tout le monde. Du coup, pour moi, je dirais à ma communauté congolaise de ne pas s'inquiéter, de venir ici faire les études. Moi, c'est Konon Mireille Kérantia, de nationalité ivoirienne. Alors, lorsque je rentrerai chez moi, je dirais à mes proches qu'étant en Tunisie, je me suis sentie comme chez moi. C'est Aïssata Ahmed Sékou Diallo du Niger. Donc, ce que je retiens de la Tunisie, c'est vrai qu'il faut du tout pour faire un monde, mais je retiens surtout le côté positif et surtout l'IAE Tunis. Je n'oublierai jamais cette école parce que cette école, c'est non seulement une école, mais c'est aussi un cadre où on apprend beaucoup de choses. Je viens de Guinée-Conakry. Donc, pour moi, je vais être franche parce que la Tunis m'a beaucoup marqué. Il y aura des souvenirs. Et si c'est de l'amour, ça y est. Si c'est de l'éducation, aussi, ça y est. Ainsi, si c'est de la perfection et la notion de travail, à Tunis aussi, ça y est. Donc, pour moi, j'ai beaucoup aimé. Et le conseil que j'aimerais apporter aux parents qui sont à l'étranger, qui ont des effets négatifs à partir des médias, que la Tunis aujourd'hui fait de telle sorte que tous les subsahariens quittent le pays de cette image négative. Donc tout ce que j'ai à dire à ses parents, c'est de ne pas écouter ces médias. Donc si c'est l'affaire de l'éducation, la Tunis peut accueillir tout le monde en cadre de l'éducation. De nationalité camerounaise et je suis étudiante en Master 1 CCA. Le souvenir que je garde de la Tunisie, c'est un très bon souvenir comparé à celui que j'avais en arrivant.
C'est vraiment un très bon souvenir. La Tunisie, c'est un très beau pays. Ce que je peux retenir, si je dois résumer mon passage en Tunisie en 2 mots, c'est expérience et opportunité. La Tunisie m'a vraiment permis de me connaître, d'apprendre à me débrouiller tout seul sans mes parents. Et grâce à l'IAE Tunis, j'ai vraiment développé des capacités dont je ne soupçonnais pas en moi. La Tunisie m'a permis de me découvrir et je retiens une bonne expérience comme une mauvaise expérience de ces récents événements qui sont venus tâcher un peu. Bonsoir, je m'appelle Ari Diakité, je suis d'origine malienne. Par rapport à la Tunisie, je peux dire que c'est un pays très accueillant, un très bon pays avec une très belle culture. Donc, grâce à ce pays, j'ai appris à être une personne responsable. J'ai appris à me débrouiller sans mes parents. Je peux retenir de la Tunisie l'opportunité, le fait que je puisse avoir des opportunités, l'ouverture d'esprit à travers mes rencontres et mes expériences et la responsabilité, vu que je suis face aux problèmes moi seule ou aux réalités moi seule. Merci. نحب نسمع كلمة أخيرة منك ستار على الجلسة هذه والحوار الشيق المفيد اللي وقع. فعلا شيق. نحب نشكر خويا وسي العياشي العجرودي على الاستضافة هذه وعلى المبادرة الفريدة من نوعها كما قال خويا سي أبو بكر الصغير اللي نشكره. هذه ما تعزز في روابط المحبة والإخاء والتعاون بيننا وبين بقية بلدان القطر الأفريقي وخاصة الشباب اللي موجودين هذا. ونحب نشكرك ونشكر الطلبة تاع الياهو على السؤالات ونشكرك خاطر عملنا كونفيرونس اليوم، عملنا ما عادش كان لاحظتوا des séries de conférences. Je remercie, je suis fier de vous tous ici et je remercie mon ami et une personnalité qui a réussi, un ingénieur de talent, un scientifique qui réussit partout et surtout en Afrique. Je l'ai remercié, je lui ai dit surtout, on a fait des conférences parce qu'on a l'habitude de faire des conférences dans notre école, mais aujourd'hui on a appris beaucoup de choses et la qualité et l'hospitalité. Voilà, donc je suis fier de vous tous et je remercie le personnel de Janoubia qui sont très gentils, et tout le monde et Madame Ajroudi et toute la famille. Et je vais vous dire que je vous aime, vraiment je vous aime. بالمناسبة نحب نسأل سي عياشي العجودي في الختام هذا، أنت قدامك مستقبل أفريقيا. هذا الشباب اللي باش يتخرج وغدوة وباش يشد معناتها يمسك بزمام الأمور في البلاد نتاعو باش يكونوا إطارات في مواقع مسؤولية وقرار. أنت بعد تجربة العمر هذه في الإنجازات في العمل في الأداء في الإشعاع، شنو النصائح اللي توجههم لهم؟ شنو تقول لهم؟ والله أنا نوجه لهم نصائح، نقول لهم عمل ثم عمل ثم عمل، صدق ثم الصدق ثم الصدق. هذا اللي يخليك تخرج حتى لو ضايقوا عليك تخرج. Ce que je conseille, travail, 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 être fidèle et confident et sûr de soi et ne pas suivre le gain facile. Le gain facile, peut-être sur le parcours de la vie 100 km, et vous amène 10 km, mais après vous tombez dans le ténèbre. Vous n'en sortez pas. Vous embarquez votre famille avec vous. Dans n'importe quel poste que vous allez vous occuper, confiance, sûr de soi, égal à soi-même, pas d'orgueil. Pas d'orgueil. Mettez votre orgueil sous vos pieds. Ouvrez vos oreilles et ne jugez que sauf les choses que vous voyez et vous écoutez. Ne vous fiez pas aux ondits. Parce que je prends un bout de papier,
Et vous dites, c'est quoi les Andes? Celui qui construit sa vie sur les Andes, il finit mal. Alors, je prends un bout de papier. Voilà les Andes. Voilà les Andes. Ça, c'est les Andes. Un tel, il a dit. Il a dit, à 9h, dans les cafés, dans les bistrots, dans les bars, partout. À 8h du matin, il a dit. À 9h, voilà le même mot. À 10h, voilà le même mot. À midi, voilà les mêmes mots. Avant le coucher de soleil, voilà les Andes, voilà l'Andes. Il ne faut jamais suivre les Andes. Ça vous dévie votre vie, ça crée de la haine, inutilement. Et votre ennemi, faites face. Allez, discutez avec lui. Celui qui vous sentez, c'est votre ennemi. Il ne faut laisser rien. Ce que vous pouvez le résoudre aujourd'hui pour lendemain. Parce que si vous le laissez pour lendemain, il pousse ses racines. Le mal, il faut le stopper tout de suite. Donc, mon conseil à moi, travaille, comptez sur soi, avoir de l'ambition, mais pas de l'orgueil. Voilà. أعتقد هذه أحسن ما نختم بها الجلستين تاع الحوار اللي وقع. هنالك مثل يقول أنه أبلغ خطاب هو العمل. معناتها كي تخدم تنجم تقنع الناس الكل. أنا نعتبره اليوم يوم مهم ياسر في علاقات تونس بأفريقيا. اليوم زادت قربت أكثر القلوب بين بعضها، زادت المحبة ما بيناتنا، كبرت. هذوما ما هم إلا أولادنا وبناتنا، هم ضيوف عندنا على رؤوسنا. احنا ما يمكن كان نحبوهم ونفرحوا بيهم ونتمنوا لهم النجاح، على خاطر كل واحد باش ينجح وياخذ الشهاده نتاعو من تونس باش يكون هو زاد سفير تونس، سفير صورة تونس، شعب تونس، كذلك سفير لدعم هذه الأواصر نتاع التعاون والأخوة بين تونس وبلد المنشأ أو المسقط نتاعو. ما بقى لي كان نستودعكم الله ونقول لكم تصبحون على ألف خير.